maintenant bien en tête, je crois, les multiples scénarios, les profils de plusieurs travailleurs qui ont été imaginés dans le cadre de la démarche de design fiction. Il pourrait dès lors être intéressant de confronter ces différents éléments à la vision de personnalités qui ont accepté de venir débattre avec nous maintenant, toutes représentantes des parties prenantes de l'entreprise et plus généralement du monde du travail. Ces personnalités sont là, je les appelle pour qu'elles me rejoignent sur scène. Je cite dans le désordre Isabelle Mercier, Jean-Marie Brandstedt, Renaud Buronfos, Pierre-Marie Gaillot, Frédéric Fischbach, Benoît Serre. Mesdames, messieurs, si vous voulez bien me rejoindre. Et on va vous applaudir bien chaleureusement pour vous encourager. Merci. Chère madame, mettez-vous au milieu. Bonjour à toutes et tous. Soyez les bienvenus, on prend place, il n'y a pas de plan de table. Merci en tout cas de nous consacrer ce temps de débat. On va rapidement bien sûr faire les présentations pour que notre public puisse parfaitement mesurer vos périmètres respectifs d'expertise. Je commence par vous, Madame Mercier, Isabelle, de votre prénom. Ravi de vous accueillir ici. Vous êtes depuis le mois de juin dernier secrétaire national de la CFDT, à ce titre membre de la commission exécutive de la Confédération. Félicitations, même si je suis un peu en retard. Parmi les nombreux dossiers que vous suivez, il y a notamment le sujet travail. On va en parler bien sûr. Quelques mots peut-être pour compléter ce portrait, forcément trop bref. Non, je vous remercie. Je suis effectivement sur le sujet du travail et avant j'étais en responsabilité sur la région Pays de la Loire. Très bien. Jean-Marie Brandstedt, tout au bout, merci d'avoir accepté notre invitation, cher monsieur. Vous êtes un homme d'une grande et longue expérience en matière de prévention, puisque vous avez été notamment pendant une trentaine d'années conseiller en prévention, puis ingénieur prévention au sein de l'OPP-BTP, un organisme de prévention de branche bien connu. Vous êtes actuellement représentant titulaire de FO dans de nombreuses entités ayant toute une connotation plus ou moins santé et sécurité, notamment l'INRS, où vous siégez au sein du conseil d'administration, ou en tant qu'administrateur aussi de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de l'assurance maladie. J'ai essayé de résumer, il y avait beaucoup de choses dans votre CV. Est-ce que j'ai bien résumé? Vous avez très bien résumé. Vous êtes gentil. Je ne rajouterai rien du coup. Merci beaucoup, vous êtes adorable. Benoît Serre, bonjour à vous. Merci de nous consacrer cette séquence discussion. Vous représentez autour de cette table la NDRH, l'Association nationale des directeurs et directrices de ressources humaines. Vous en êtes le vice-président délégué, une entité qui regroupe sur le plan national quelques 5000 adhérents. J'espère que mes chiffres sont justes. Vous êtes présent à travers plus de 70 groupes locaux sur tout le territoire français. Vous êtes par ailleurs vous-même partenaire et directeur HR People Strategy chez Boston Consulting Group, BCG, plus connu sous ce terme-là. Quelques mots peut-être pour peaufiner ce portrait rapidement. Bonjour à tous, on est plus de 5000 en fait maintenant, donc ça c'est bien. Ça monte. Partout sur le territoire français. Non, je viens de rejoindre le BCG, mais j'ai surtout une longue carrière de DRH derrière moi dans plusieurs entreprises assez connues. Voilà, donc, mais c'est tout, ça suffit je pense. L'entreprise connue, je la cite, vous la citez L'Oréal, la Massif, oui. Laurent Merlin. Donc, on en a un peu parlé tout à l'heure. Ouais. J'ai quelques. Tiens. Bien. Et c'est pour ça, Merci beaucoup de votre présence, Monsieur Serre. Frédéric Fischbach, très heureux de vous compter dans ce panel. Cher monsieur, vous êtes le président de la fédération CFTC Santé Sociaux, la fédération professionnelle du secteur de la santé et de l'action sociale, affiliée à la CFTC. Vous êtes aussi le membre du bureau confédéral en charge des questions de santé et de sécurité au travail. Et c'est à ce titre d'ailleurs que vous siégez au sein de nombreuses instances, là aussi en lien avec ce sujet. Vous êtes notamment administrateur de l'ANSES, vous siégez à la commission des accidents du travail et maladies professionnelles de l'assurance maladie et vous êtes au conseil d'administration de l'INRS. Un homme heureux, est-ce qu'on peut dire quelque chose de plus encore ? En termes syndicaux, on a fait le tour, mais ce qui est important, et ça a fait un peu écho à ma profession de base, avant d'être président de la fédération, j'étais cadre informaticien dans un grand groupe hospitalier et médico-sociaux issu d'une association dans le bassin houiller de Moselle. Donc les conditions de travail et les accidents graves et mortels, ça nous parle beaucoup, parce que quand nos parents partaient au fond, notre père, quand il partait au fond, on n'était pas sûr qu'il revienne le soir. Donc cette inquiétude grandissante et mon investissement syndical a débuté dans mon établissement en voyant la dégradation des conditions de travail dans un hôpital où le prendre soin de l'autre était une priorité, mais le soin de prendre des équipes était devenu secondaire. Et comme nos collègues n'arrivaient pas à faire défendre leurs droits en matière de sécurité, et notamment en sécurité primaire, j'avais décidé de m'investir dans les différentes instances de l'établissement.
Et vous voilà parmi nous. Merci beaucoup Pierre-Marie Gaillot à mes côtés. Merci d'être avec nous également cet après-midi. Votre expertise s'appuie sur 35 ans d'expertise professionnelle dans l'innovation et le développement d'applications numériques, le conseil en organisation et management et le pilotage de business units. Vous pilotez aujourd'hui l'accompagnement de la transformation globale des entreprises au sein du CETIM, le Centre technique des industries mécaniques. Vous en êtes d'ailleurs le créateur et responsable du plateau Industrie du futur. Un petit mot là-dessus? Oui, j'ai eu la chance de connaître André-Yves Portneuf de Futurible. Et il y a une phrase qui m'a dite, qui je crois m'a marqué à vie, c'est « le lien crée du bien ». Donc, merci d'être si bien entouré aujourd'hui. Merci, messieurs, dames. C'est dit, merci beaucoup. And last but not least, grand plaisir de vous retrouver, Monsieur le Président Renaud Buron-Fosse. Vous représentez autour de cette table le MEDEF, Mouvement des entreprises de France. C'est à ce titre que vous siégez au sein du conseil d'administration de l'INRS que vous présidez. Ça ne nous a pas échappé. Je me permets de rappeler que vous êtes aujourd'hui consultant indépendant après avoir été jusqu'en 2021, je crois, le délégué général d'Evolis, une organisation professionnelle qui représente les fabricants de machines et de biens d'équipement. Est-ce que cette présentation vous convient, cher président? Je vous remercie, c'est très bien. Merci. On démarre plutôt bien. Ça va peut-être se gâter, on va voir. Voilà, en tout cas, pour les présentations. Un grand merci à vous tous et tous de votre disponibilité. Un lundi après-midi, mesdames, messieurs, un petit rappel, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais surveiller le chat et l'équipe de modérateurs là-haut va m'y aider. Vous aussi, mesdames, messieurs, aurez vos chapitres, bien sûr, en posant vos questions ici dans cette salle. Merci beaucoup. Alors, pour lancer la conversation, on va prendre le temps de faire un premier tour, un petit échauffement, histoire de recueillir de façon un peu globale peut-être vos impressions, vos réactions, on va dire à chaud, sur les différentes présentations qui viennent de nous être faites. Il y a eu beaucoup d'informations. Allez, Madame Mercier, je vous lance la balle pour commencer. Et je l'attrape. Merci beaucoup. Un début d'après-midi et un rapport qui est très intéressant, dans lequel on voit qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui sont à l'œuvre aujourd'hui dans l'entreprise déjà, amplifiées dans un certain nombre d'éléments qui sont dans le rapport. Moi, j'ai relevé cinq grands axes d'éléments. Le premier, autour de l'intensification de la pénibilité, dont on voit quand même les enjeux 2040 d'une amplification de cette intensification, en lien avec les questions de perte d'autonomie, de questions du sens au travail, et aussi dans ce paquet-là, les enjeux autour des collectifs de travail, comment on passe d'aspirations individuelles tout en ayant des aspirations quand même à des collectifs de travail. Puis le deuxième élément que je notais, c'est autour des questions statutaires, cette diversité de statuts et comment on protège les gens qui ont cette diversité de statuts quand on voit que dans les entreprises, les accidents du travail, elles touchent davantage les intérimaires, les jeunes, les CDD, et que là, du coup, on a un enjeu collectif à apporter. Le troisième, autour des questions de management et de son évolution, pour faire vraiment du coopératif, du participatif et embarquer l'ensemble des travailleurs. Et puis le quatrième, sur la place du dialogue social, dialogue professionnel, qui a été quand même très présent dans cette première partie. Tout à fait. Et sur lesquels moi j'aimerais bien pouvoir revenir tout à l'heure. On va y revenir, bien sûr, Madame Jean-Marie Brunstedt. Quelle est votre lecture, compréhension de ce qui s'est passé il y a 2 heures, pendant 2 heures? Alors moi, ça va être beaucoup plus concis. Ça me fout les jetons. Très clairement, tous les scénarios qu'on a vus là, ils poussent un petit peu à l'extrême des situations qu'on peut vivre aujourd'hui. On dirait que les étudiants sont de parfaits scénaristes pour les prochains épisodes de Black Mirror. Il n'y a pas de problème, où ils peuvent tous postuler. Mais très clairement, on va vers une société que moi, en tant que grand ancien, je vais dire comme ça, je ne souhaite pas spécialement. J'ai l'impression que ce qu'on a mis des années, voire des décennies à construire, dans les 15 années à venir, tout ça, ça va être remis en question et que ça va quand même... peut-être présager d'un futur pas si enviable que ça. Alors on est d'accord, c'est pas sûr que ça va se passer. On peut encore agir. On est bien heureusement qu'on n'est pas sûr. Mais si c'était le cas, ce serait à mon sens assez dramatique. Renaud Buron-Fosse, quel est votre regard? Alors moi, mon regard, les premiers mots, c'est aussi de l'angoisse. Vous aviez commencé effectivement, tout à l'heure j'ai commencé comme ça tout à l'heure.
j'étais un peu inquiet par l'auto-entrepreneuriat, parce que ma fille m'a beaucoup parlé d'auto-entrepreneuriat, puisqu'elle est auto-entrepreneuse, et ça m'a un peu inquiété. Avec tout ce qu'elle a pu me dire dessus. Les outils numériques, c'est aussi quelque chose de... Enfin, le côté... C'est pas l'intelligence artificielle. Je reprendrai une phrase de Luc Julia, qui est aujourd'hui responsable chez Renault de l'intelligence artificielle et qui dit l'intelligence artificielle n'existe pas. Dit monsieur, celui qui a inventé Siri. C'est lui qui a inventé le Siri aussi. Et c'est lui qui dit que l'intelligence artificielle n'existe pas. Et lui dit qu'il n'existe pas puisqu'il y a toujours un homme derrière, pour l'instant. Pour l'instant. Donc effectivement, est-ce qu'il y aura toujours un homme derrière parce qu'effectivement, le bureau vide, comme il a été décrit tout à l'heure, le bureau vide du patron, c'est un peu inquiétant. Donc effectivement, le dialogue social aussi, ça me paraît important. On va en reparler bien sûr. Pierre-Marie Gaillot, comment vous interprétez un peu tout ce qu'on a entendu ? On reviendra tout à l'heure sur l'anxiété. Mais avant, c'était déjà de dire que les prémices de ce qui ont été présenté pour être en 2040, ça existe déjà dans pas mal d'entreprises. Le management algorithmique avec des systèmes qui pilotent automatiquement la production, c'est déjà du quotidien qui existe. C'est d'ailleurs la technologie numéro 1 mise en œuvre par les entreprises qui se lancent dans la transformation. C'est assez conséquent, ça. D'autres éléments, c'est que un patron m'a donné une définition de l'industrie du futur ou du futur de l'industrie qui, je crois, là aussi m'a marqué à vie. Il m'a dit, c'est me préparer à je ne sais quoi, je ne sais quand, je ne sais comment, mais quand ça arrivera, il faut que je sois prêt. Donc toute cette notion d'incertitude. C'est la vie de patron, ça, non ? C'est la vie de patron, ça, tout simplement. Oui, c'est la vie de patron, mais qui est complètement amplifiée par l'effet d'incertitude, avec une multitude de premières fois qui arrivent tous les jours et qui bouleversent nos habitudes. Donc on a besoin de redonner des repères structurants dans le temps long aux personnes, et on peut le donner. C'est pas forcément des plans sur les papiers glacés. C'est des choses très structurantes, très simples, profonds à la fois. Et puis, le dernier point qui me marque aussi, c'est tout ce qui est la capitalisation et la transmission des savoir-faire et des tours de main, parce que les gens sont nomades. Il faut produire tout en se formant avec une intensification du travail. Et puis, quand je suis sorti des études, on m'a dit, voilà, tu es capé pour une vingtaine d'années. Maintenant, la DLC d'une compétence, c'est 2 ans. Donc, ça interroge quand même sur la manière de revoir toutes ces fonctions RH et accompagnement. Frédéric Fischbach, comment vous lisez les choses ? Moi, j'ai quand même, en lisant et en entendant ce qui a été dit, j'ai quand même été ravi d'apprendre qu'en 2040, le monde n'avait pas été anéanti, qu'il restait des entreprises et des salariés. Bon, plus sérieusement... Enfin, une bonne nouvelle. Voilà, plus sérieusement, on peut remercier le travail de l'INRS, en fait, sur ces prospectives qui nous permettent de mieux comprendre le monde du travail que pourrait être demain, pour essayer de s'y préparer maintenant, bien que, en écoutant un certain nombre de scénarios, on a quand même l'impression d'y être déjà. 2040, ça paraît loin, mais au vu des différents éléments, on a presque l'impression d'être plutôt en 2025. Notamment, on en reviendra un peu après, dans le monde médico-social, où on est dessus, mais je reviendrai dessus un peu plus tard. Nasser, votre première analyse ? Alors, sur les 2 heures qui viennent de se passer, aucune, parce que je n'étais pas là. Très bien. Donc, c'est difficile. Par contre, j'ai eu le rapport, évidemment, et à écouter. Moi, je n'ai pas d'angoisse particulière, sinon je ne ferais pas ce métier. C'est plutôt... moi, je reste convaincu que, vous savez, tout le monde réfléchit le travail dans un sens ou dans un autre, mais si vous reportez aux années 80, où les mêmes choses étaient faites, finalement, et ça ne s'est pas du tout passé comme on a dit. Donc, ça a un petit côté rassurant, dire que je pense que l'être humain conserve sa force d'influence sur la manière dont les choses bougent. Le deuxième aspect, et vous l'avez cité, et d'ailleurs la composition de cette table ronde le prouve, je pense que fondamentalement c'est un sujet de dialogue social, qu'on ne construira pas le travail de 2040 indépendamment des gens, et que le troisième élément, c'est que oui, je partage votre point de vue, on a une espèce de système de polycrise, ça tombe de partout comme un gravelotte. Les compétences ont effectivement des durées de vie qui sont plus ou moins courtes, en tout cas beaucoup plus courtes qu'avant. Ça, on le sait, le fameux indice de pertinence, là, ça c'est vrai, et que donc ça engage sans doute à
j'ai vu juste la fin des travaux importants sur les modèles de management. Moi, je pense que les modèles de management ne sont pas adaptés et que si on les gardait comme ils sont, le travail en 2040, effectivement, justifierait les angoisses qui se sont exprimées. La deuxième chose, c'est que nos modèles, alors je pense d'ailleurs nos modèles hyper présentéistes, hyper contrôlants, sont tout à fait antinomiques avec le monde qu'on est en train de construire. Et la troisième chose, c'est que je trouve, c'est pour ça que quand vous m'avez proposé de venir, j'étais intéressé. Moi, ça fait plusieurs mois que j'interviens à droite à gauche sur les sujets, en expliquant que le sujet majeur dont plus personne ne s'occupe depuis longtemps, c'est la qualité du travail lui-même. Qu'on a beaucoup travaillé à tout ce qui est autour, mais on a oublié le sujet de la qualité. Alors ça résume par le sens ou par autre chose, mais la vraie question centrale, c'est la qualité du travail, mais on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Merci pour ce premier tour d'horizon. Alors je vous ai ménagé, avec l'aide évidemment des organisateurs, quelques séquences thématiques. On va essayer de les aborder toutes en fonction des différentes réactions. On prendra le temps aussi évidemment de vous écouter, mesdames, messieurs, si vous le souhaitez. Alors, première séquence peut-être où on va parler des outils numériques. Dans les évolutions des modalités de pilotage, ces outils numériques sont amenés à prendre de plus en plus de place. Je crois que c'est une évidence. Thomas Coutreau, tout à l'heure, indiquait dans son document que ce qui est déterminant en matière de risque, ce n'est pas tant la technologie en elle-même que les choix organisationnels qui sont faits. Est-ce que, madame, messieurs, vous partagez ce point de vue? Est-ce que les dimensions organisationnelles du recours aux technologies vous semblent-elles suffisamment discutées aujourd'hui dans les entreprises? Je crois que c'est déjà un premier chapitre sur lequel on pourrait s'attarder un petit peu. Qui démarre? Madame Mercier, allez. Je partage, oui, que la question de l'organisation du travail, c'est le côté crucial. J'ai envie de dire aussi que c'est pas tant l'intelligence artificielle en soi ou les évolutions en elles-mêmes, c'est plutôt la manière dont on les conçoit. Et que pour les concevoir, on a beaucoup parlé tout à l'heure du travail réel. C'est comment on discute avec le salarié pour savoir c'est quoi son contexte de travail, ses obligations de travail, la manière dont il travaille pour adapter le produit, j'ai envie de dire, à son travail réel, d'une part, et après, c'est l'usage qu'on en fait. Parce qu'effectivement, on peut avoir des bonnes méthodes. On a parlé du management agile. En soi, c'est s'adapter dans un contexte de transformation dans lequel on est, et pas négatif en soi, mais c'est la manière dont on construit cette adaptation. Donc, du coup, c'est vraiment le comment on le conçoit et quel usage on en fait. Et puis... comment on travaille sur l'organisation du travail avec ces changements-là. Et là, on voit que quand même dans les entreprises, c'est un peu la chasse gardée. Malheureusement, nous à la CFDT, on porte les deux dimensions, le dialogue professionnel qui est comment on permet aux salariés de travailler, de parler de son travail, de parler de l'évolution de son travail, de s'y projeter, et le dialogue social, c'est comment dans les instances représentatives du personnel que sont aujourd'hui les SSCT ou les CSE, on a de l'espace pour parler du travail, négocier sur les organisations du travail pour qu'elles permettent l'émancipation, la prise d'autonomie, l'évolution individuelle et qu'elles permettent au collectif de travail de bien vivre et à toute la chaîne hiérarchique également de pouvoir être dans un management qui soit positif et pas qui soit difficile comme parfois on peut l'avoir. Marie Gaillot, comment vous souhaitez réagir à ce questionnement sur ce rapport technologie et organisation? On va vous donner le micro. Je vais essayer de le faire de manière imagée. Ce que je tiens dans la main, ce n'est pas un smartphone, c'est un inverseur de pyramide de connaissances. Quand vous êtes opérateur et que vous avez ça au pied de la machine, vous avez toute la connaissance qui habituellement passait par le management intermédiaire. Donc avec ça dans la main, j'ai plus besoin de chef. Ça ne veut pas dire que j'ai plus besoin de manager. Ce qui veut dire que toute la réintégration du rôle du management dans le pilotage avec le numérique est vraiment à réinterroger à l'aune de... Voilà, là-dedans, j'ai toutes mes procédures, mes modes opératoires, ma liste de choses à faire. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment qu'on s'occupe de ce management de proximité parce que
Un manager de proximité, un agent de maîtrise, quand il rentre chez lui le week-end, tu fais quoi? Je suis chef d'atelier. Demain, je suis quoi? Je suis servant leader, je suis pilote d'équipe créative. Non, mais en fait, tu fais quoi comme vrai métier? Donc là, on touche la représentation sociale du travail. On touche la représentation de la personne dans son âme. Donc là, c'est vraiment très important de travailler ces aspects-là. Et les quelques projets sur lesquels je me suis lamentablement planté en termes d'accompagnement, c'est quand on s'est bien occupé des opérateurs et du travail réel, on s'est bien occupé de l'encadrement, de la direction, on s'est bien occupé du sens et tout ce qui va. Et on a oublié le fait que l'inverseur du pyramide des connaissances faisait qu'il y avait des repères sociaux et sociétaux qui étaient en train de changer. Donc ça, moi, c'est ma grande expérience ou retour d'expérience de dire ne nous trompons pas, c'est pas de la techno, c'est des représentations sociales et sociétales dont on parle. Frédéric Fischbach, votre regard sur ces dimensions organisationnelles en rapport avec l'utilisation des technologies? Moi, je vais venir sur l'utilisation des technologies qui sont faites par les pensants, on va dire ça comme ça, pour répondre à une problématique qu'eux voient du haut de leur perchoir, sans faire seulement interroger les équipes du travail réel pour savoir quels sont leurs besoins. Pas systématique quand même. C'est pas systématique, mais c'est les remontées majoritaires qu'on a quand même. Il y a quand même on va dire plutôt des entreprises qui sont plutôt bonnes élèves en la matière et qui impliquent dans des investissements qui peuvent être lourds leurs équipes, alors que d'autres, ils ont cette vision d'un besoin sur le terrain. On regarde simplement le cas des Harmonial, de cette holding qui mélange plusieurs types d'activités, qui... Dans le contexte, on peut dire c'est bien parce que ça permet d'avoir cette mixité d'âge, de génération qui permet d'apporter des connaissances, d'avoir une vision un peu différente, mais où on demande à des professionnels de basculer d'un endroit à l'autre. À l'heure actuelle, par exemple, dans un établissement médico-social, pour les financeurs, les éléments qui leur servent à financer l'établissement, c'est les temps qu'ils appellent productifs. Quels sont les temps productifs? C'est les temps où le personnel de soins, par exemple, va être aux côtés de l'usager, du résident ou autre. À partir du moment où ils ne sont pas à leur côté, c'est pas du temps productif, c'est du temps improductif, alors qu'ils sont bien en train de travailler dans cette activité. Là, on a le cas d'Android relationnel avec des caméras que la famille peut utiliser. Donc, on a vraiment une déshumanisation des liens humains, même si l'établissement a une notion un peu en disant on met des jeunes enfants, on met des professionnels qui viennent, qui vont pouvoir donner du temps. Mais en fait, l'essence même du métier des soignants, c'est de pouvoir prendre soin de l'autre, mais juste s'occuper de la partie des toilettes ou de leur donner leurs médicaments et compagnie. On déshumanise complètement leur rôle et donc une perte de sens. Et avec, ça risque d'engendrer aussi un turnover qui est plus large. Et c'est des métiers à vocation parce que prendre soin de quelqu'un qui est malade, humainement, c'est compliqué. Rien que de voir déjà quelqu'un de malade, même si on n'est pas proche d'eux, des résidents en EHPAD, ils passent presque plus de temps avec les résidents qu'avec leur propre famille. Donc on peut imaginer dans ces situations-là, si on n'a plus ce lien humain avec l'autre, qu'est-ce qu'on fait là? Si j'étais sur une fabrique, dans une usine de tondeuses, souvent, ils auraient même un salaire qui serait peut-être plus élevé que dans le soin, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, il y a on voit l'utilisation de la technologie, même là, si c'est pas directement sur le travail, mais ils l'ont utilisé parce que manque de personnel, il faut des gens pour pouvoir discuter, mais c'est pas pareil, même si c'est des Android et ça fait quand même peur, votre vidéo d'avant avec le deepfake, c'est ça, si je ne me trompe pas. Mais c'est quand même assez inquiétant. Mais c'est vrai qu'il faut se poser la question sur le terrain, quels sont les besoins pour ne pas perdre le sens même de notre humanité à tous en étant guidés par ces appareils. Et pour ceux qui ont regardé la série, comme on l'a cité avant, même si ce n'est pas Black Mirror, on peut se poser des questions. Jean-Marie Brancet, est-ce que vous vous posez des questions sur ce rapport technologie et organisation? Oui, certainement. Des questions plus qu'il n'en faut. Mais ce qu'on peut dire avant tout, c'est que souvent l'introduction de ces nouvelles technologies, quand même, elle se fait de façon non concertée, je dirais, avec les derniers utilisateurs. Ils se retrouvent souvent devant le fait accompli avec un produit qui ne répond pas vraiment à leurs attentes et qu'on va essayer de bricoler pour que ça rentre dans le cadre dans lequel ils en auraient besoin.
en parlant plus d'intelligence artificielle, je trouve ça quand même assez fort qu'on se retrouve à une époque où c'est les robots qui vont bientôt diriger les humains, qui vont leur imposer une cadence, un rythme de travail, qui vont les emmener le matin, je ne sais pas où, à un endroit, l'après-midi à un autre endroit, sans que le salarié, on ne parle même plus de salarié, pardon, de travailleur, ait la moindre possibilité de changer le programme. Tout sera imposé et on va vers une déshumanisation totale du travail et voire du sens qu'il peut avoir ce travail, parce que en fait, on ne fait que répondre à des objectifs et à des attentes sans avoir la moindre possibilité de déroger. Le moindre temps mort, en fait, sera considéré, comme le disait Frédéric, comme du travail non productif, alors qu'en réalité, des fois, ça servira tout simplement à se déplacer et jusqu'à preuve du contraire, pour aller d'un endroit à l'autre, il faut quand même passer un peu de temps. Voilà. M. Buronfos, vous partagez cette vision ? Alors, je suis malheureusement assez d'accord avec ce qu'il vient de dire. Ah. Alors, je ne sais pas si je dois dire malheureusement, donc je ne parlerai pas d'EHPAD parce que je n'y connais rien, mais je m'interroge beaucoup sur effectivement, puisque je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, ça arrive déjà, ça existe déjà dans la logistique notamment, où on explique aux gens ce qu'ils doivent choisir. Et donc, il y a beaucoup de démissions dans la logistique, puisque les gens qui connaissent leur travail ne comprennent pas pourquoi un algorithme leur explique ce qu'ils doivent faire. Donc à tort ou à raison, mais en tout cas, ils démissionnent. Donc je pense qu'il va être très difficile de trouver du personnel dans les années à venir. Donc c'est un des problèmes importants. Comment trouver du personnel ? Comment le fidéliser ? Donc sans parler de vie professionnelle et de vie personnelle, c'est vrai que c'est un vrai problème demain. Donc je ne suis pas sûr que les algorithmes soient une bonne solution. Et comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, que devient le management intermédiaire ? Est-ce qu'il existe encore ? Est-ce qu'il a encore un intérêt ? On peut se poser la question. J'imagine qu'au sein de la NDRH, ce sont des sujets qu'on discute assez souvent et que peut-être vous ne partagez pas tout ce qui vient de s'être dit, mais je suis précautionneux. Non, mais il n'y a pas de problème. Non, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a deux choses moi, qui m'ont beaucoup frappé dans les dernières années. C'est qu'au moment, alors tout le monde se souvient effectivement du Covid, où tout le monde était en ligne, etc., jamais on a autant ressenti le besoin que les gens se voient. C'est intéressant, parce que vous aviez un monde entier qui était organisé autour des Teams, des Zooms, des trucs et des machins, et finalement, alors que tout le monde était connecté, le rêve de tout le monde, c'était de se retrouver. Donc je pense que ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le deuxième sujet, moi j'ai eu la chance d'être formé, c'est pas la plus mauvaise des écoles, par Laura Merlin dans ma fonction de DRH. D'accord ? Et ce que vous évoquez tout à l'heure, c'est intéressant parce que je me souviens très bien, on avait engagé une démarche qui s'appelle Vision, on a interrogé 100% des collaborateurs pour qu'ils nous racontent, après tout, ce serait quoi le métier de demain dans les magasins Laura Merlin ? Si ici vous avez des clients de Laura Merlin, vous savez qu'il y a un rayon décoration, j'étais là donc je peux en témoigner, ça vient directement des vendeurs. Parce que j'avais un marketeur s'était rendu compte de ça. Mais eux, oui, parce que les gens leur posaient des questions. Ils disaient, mais pourquoi vous ne vendez pas des cadres, des rideaux, des machins ? Donc, je veux dire par là, c'est que le process remontant, intelligent, qui consiste à vraiment... Moi, je trouve que c'est toujours plus intéressant d'aller voir ce que racontent les gens, quand même. Hein. Parce que d'ailleurs, on découvre, ça fait quelquefois peur à mes collègues dirigeants, que les gens sont beaucoup plus créatifs qu'on l'imagine. Ils sont beaucoup moins protecteurs de leurs petits trucs. Le troisième sujet... qui en revanche, là je partage ce point de vue, c'est le sujet, vous savez, dans une entreprise, il y a 3 managements. On dit toujours qu'il y en a 2, on a 3 en fait. Il y a le management des dirigeants, c'est une chose. Vous avez le management de proximité, vous avez parlé, et puis entre les deux, il y a une espèce de couche là, qui sait plus bien ce qui se passe en bas, qui sait pas bien non plus ce qui se passe en haut, Qui comprend pas. qui, à leur corps défendant, hein, j'accuse pas les gens évidemment, en fait, est rentré dans une démarche de survie. Donc, elle vous crée une espèce de bureaucratie. Donc, ils ne sont pas assez influents pour influer au-dessus, et ils ne sont pas assez connaisseurs de la réalité pour influer en dessous. Et cette couche-là, elle est terrible. Mais je n'accuse pas les gens. C'est cette couche-là qui vous rend dingue, en fait, parce qu'elle elle provoque du tableau de reporting, vous ne savez même pas à quoi ça va servir. Enfin, tout le monde vit ça, enfin, moi le premier d'ailleurs. Mais, donc je pense qu'il y a, encore une fois, le sujet, oui, les nouvelles technologies vont impacter, on a appris depuis, mais je pense qu'il y a 2 enseignements majeurs. Le premier, c'est qu'on ne fera pas l'économie d'une réorganisation du fonctionnement des entreprises elles-mêmes.
C'est-à-dire que la déhiérarchisation, c'est un sujet fondamental. Alors évidemment, en France, on est mal barré parce qu'on a un système qui est méga présentéiste, d'une part. Et en plus, on a un système qui est directement produit par 40 ans de chômage de masse. Avec des courses, on a collé des postes partout pour créer des emplois, quoi. Là, c'est marrant parce que comme la démographie s'améliore, il semblerait qu'on est à 7, on devrait être à 5, enfin je ne vais pas faire de politique, mais peu importe. Ben, tout d'un coup, on se rend compte qu'on a du mal à recruter des gens, qu'on a du mal à les garder. Vous avez évoqué le jeu de fidélisation, etc. Mais c'est aussi lié à ça. Parce que maintenant, on a une économie du travail qui a été créée, qui a été très influencée par la situation du chômage de masse. Et ça change, donc tant mieux. Et le dernier élément, c'est que je crois quand même que les entreprises, les dirigeants, etc., quelle que soit la méthode qu'ils utilisent, conservent la liberté de faire des choix. Moi, quand aujourd'hui je parle de la fameuse générative AI, l'intelligence artificielle, Luc Julia, je le connais par cœur. À chaque fois qu'il dit ça, je lui dis bon, d'accord, mais démontre-le. Il n'y arrive pas. Mais peu importe. Mais c'est que aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont engagées dans des démarches où elles choisissent ce qu'elles confieront à l'intelligence artificielle, et d'autres, elles décideront de ne pas le confier. C'est ça le sujet. Donc je pense que on peut pas. La technologie, c'est pas un monstre qui avance tout seul en fait. C'est un monstre qu'on fait avancer. Et le dernier point sur l'organisation, je crois effectivement que moi, ce que j'arrête pas de dire à mes collègues des RH au titre de la NRH, je leur dis saisissez-vous de l'intelligence artificielle aujourd'hui en regardant quels sont les métiers impactés, quelles sont les compétences impactées, comment on prépare les gens, c'est ça. Faites-le maintenant, parce que d'abord, c'est pas parce qu'il y a l'intelligence artificielle que les gens apprennent plus vite leur métier. Voilà, l'acquisition de la compétence, ça reste une chose à peu près stable. Et la deuxième chose, si vous ne le faites pas, vous, en amont, avec, dans le cas du dialogue social, etc., si vous ne le faites pas, un matin, vous expliquerez que l'IA va faire gagner 30% de productivité, et donc vous le ferez mal, en fait. Vous le ferez mal, et vous ferez une catastrophe sociale qui va avec. Je pense que le sujet, il est là. Mais sincèrement, moi, plus j'observe le système, plus je me dis, cette espèce de couche de management intermédiaire, là, les gens qui occupent ces postes sont malheureux, ils emmerdent tout le monde, en haut, en bas. Mais c'est pas de leur faute, c'est parce qu'ils ont un espèce de machin qui tourne sur lui-même. Et donc, ils ont un objectif, c'est survivre. Même s'ils servent à rien. Mais c'est pas les personnes dont je parle. Ils servent un peu quand même. Allez. Mais sincèrement, enfin, je veux pas être désagréable, mais je vais vous dire. Bon, j'essaye. Encore 2 minutes pour vous faire sourire. Parce que moi, je me suis intéressé à observer des entreprises qui fonctionnaient pendant la période Covid de confinement parce qu'elles étaient avec des entreprises de première ligne, alimentaires, etc. Et donc, j'ai rencontré les patrons de ces boîtes. Et je leur disais, pendant la période où toute ton entreprise était concentrée sur ton cœur de métier, évalue qui était en surcharge et en sous-charge. Ils ont commencé à regarder, ils ont vite arrêté. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a des tas de gens qui... Mais encore une fois, ne vous trompez pas, je ne mets en aucun cas en cause les gens. En aucun cas. Chacun fait le boulot qu'on lui demande. Et j'ai fait ce métier parce que j'ai toujours été convaincu que 95% des gens ne se lèvent pas le matin en se disant je vais emmerder mon entreprise. Donc, je suis convaincu de ça. Mais n'empêche qu'on a quand même une capacité à créer des fonctions dont on se dit si on les arrêtait, qu'est-ce qui se passerait. Et quand j'évoque la qualité du travail, le sens du travail, c'est ça. Vous le savez très bien, vous allez dans les entreprises, vous dites à quelqu'un, si tu arrêtes de faire ce que tu fais, qu'est-ce qui se passe? Il va vous répondre, rien. C'est pas très valorisant pour l'individu. Je sens que vous voulez réagir, je vous laisse. Ouais, je veux réagir parce que je ne suis pas complètement d'accord. C'est normal. C'est le jeu. Parce que je ne suis même pas d'accord du tout sur le fait qu'ils ne servent à rien. Je pense que c'est juste que leur mission a évolué et que leur responsabilité de manager est toujours présent et utile. C'est juste que les choses ont changé et que leur mission a évolué, qu'on ne l'a pas adapté et qu'on ne les a pas accompagnés. On n'a pas accompagné ce changement-là et donc on a des tensions, mais du coup on a des tensions à tous les niveaux de l'entreprise, parce qu'on a des tensions au niveau des agents ou des salariés, au niveau de l'encadrement intermédiaire et de l'encadrement supérieur. Il y a quand même un peu des tensions en ce moment à tous les étages parce que effectivement le télétravail ça a changé les choses, l'entrée de l'intelligence artificielle ça change également les choses et qu'on n'a pas permis aux gens, d'abord on ne l'a pas fait avec les salariés. Ça s'est quand même fait globalement, y compris le télétravail, de manière assez brutale. Et ouais, mais après le Covid, on aurait pu prendre le temps de discuter aux incidences, aux relations interpersonnelles, à comment on organise les collectifs de travail et comment là-dedans le manager, il peut gérer l'organisation du travail de sorte
de faire du lien, parce que le travail, c'est quand même aussi, c'est pas le but premier, mais c'est quand même aussi un espace de lien social, de relations sociales, de développement de ce réseau et de ce développement social et personnel. Création de création de liens humaines et économiques, bien sûr. Je crois que vous êtes à peu près d'accord quand même. Non, moi, si j'analyse un peu... Peut-être qu'il y a des irritants. Non, il y a deux dans choses. l'expression. Je pense qu'on est d'accord, parce que là, vous avez raison. Moi, j'accuse pas les gens, les individus qui sont déjà autonomes. Je dis que leur mission ont été d'une stabilité absolue alors que le monde changeait. Et sur le lien, je vous enverrai un lien, puisque j'ai publié une chronique la semaine dernière qui s'appelle l'entreprise du rôle, responsabilité sociale du rôle au lien. Donc je partage votre point de vue. Je vous en prie, je vous laisse réagir et puis on avancera dans le débat. Simplement, il y a un biais cognitif dans lequel il ne faut pas qu'on tombe, c'est que les récits qu'on nous raconte influencent notre perception de l'avenir. Et il faut qu'on sache aussi construire des imaginaires inspirants. Et il y a des outils qui existent. J'ai la chance d'être mécène de la chaire future du travail du futur, avec des choses qui sont basées sur le design du travail. C'est quoi le design du travail? C'est observer le travail réel, le projeter, le faire construire avec ceux qui vont le produire et le réaliser demain, et leur faire trouver eux-mêmes un certain nombre de solutions. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une somme de créativité et d'inventivité qui est bien plus importante que ce qu'on pourrait imaginer dans la séparation des cols bleus et des cols blancs. Donc voilà, c'est inspirons aussi des avenirs et des imaginaires inspirants et pas seulement négatifs, parce que à force, on va vraiment faire en sorte que ça va arriver. On va avancer dans le débat, même si c'est passionnant. Alors, l'exercice de prospective qui nous a été présenté aujourd'hui et qui nous occupe dans cette conversation envisage justement la multiplication de nouveaux modes de management d'ici à 2040, ce dans le prolongement de la belle frise qui nous a été présentée tout à l'heure, en réponse justement à une remise en cause des modes de pilotage traditionnels. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de cette possibilité? En quoi est-ce que ça pourrait, pour vous, constituer une opportunité pour la prévention? Sur quoi est-ce qu'il faut être particulièrement vigilant? C'est peut-être un sujet qu'on pourrait approfondir maintenant. Qu'est-ce que vous souhaitez dire là-dessus? Ça vous inspire beaucoup, je vois. Allez, monsieur Branset. Je me lance, tant pis. Lancez-vous. En fait, dans tous les scénarios qu'on a eus, on pourrait dire qu'il y a une absence majoritaire de management intermédiaire. On a tout en haut souvent une intelligence artificielle, quelqu'un de très haut placé, alors oui, de l'intelligence artificielle, des algorithmes, et on n'a plus ce management intermédiaire qui faisait le lien en fait. Et du coup, le problème qu'il y a aussi, c'est qu'on parle aujourd'hui de travailleurs. Des travailleurs avec des statuts très hétéroclites, très différents. Ça va de l'auto-entrepreneur à du CDI, du CDD, des intérimaires. Mais pour revenir juste sur par exemple, les travailleurs soi-disant indépendants, on fait aussi porter le problème, la responsabilité de l'accident du travail sur leurs épaules. Du coup, puisqu'ils n'ont plus d'employeurs réellement, on peut aussi imaginer qu'il y a une dilution en fait, des responsabilités qui aujourd'hui sont dévolues aux employeurs, problèmes de sécurité, de formation et bien d'autres domaines. Et ça a l'air de disparaître dans les différents scénarios, puisque les gens travaillent et après, ils vont encore se former pour rester à jour et employables, comme on aime le dire aujourd'hui. Donc ça pose un problème. Le management, à mon avis, tel que présenté et en tout cas pressenti pour les 15 années à venir, ou dans 15 ans, ce qui est demain en gros, il a un peu du plomb dans l'aile. Je pense qu'il faudra le revoir complètement parce qu'on ne peut pas imaginer qu'on va se passer complètement de management intermédiaire et de façon un peu plus humaine de diriger le travail. Ça ne peut pas reposer que sur des machines. Renaud Buronfos, ce lien entre ces nouveaux modes possibles de management et la dimension prévention, qui est quand même un sujet un peu central aussi à l'INRS, me semble-t-il. Sur la prévention, moi je crois beaucoup au travail qui est fait par l'Éducation nationale en relation avec l'INRS et notamment toute la formation qui est faite au niveau des écoles d'ingénieurs, mais pas uniquement de management et aussi au bac pro. Les bacs professionnels, je pense que c'est très important ce travail qui est fait, puisque ce sont les travailleurs de demain. Donc je pense que c'est très important de pouvoir former ces gens, leur faire comprendre ce qu'est la santé et la sécurité au travail.
Donc je dirais que ce serait ma réponse. Pierre-Marie Gaillot, comment vous réagissez à ça? Parlons bien des scénarios de 2040 qui ont été proposés, en tout cas quelques-uns d'entre eux. Il y en a peut-être un particulier qui vous inspire, et le lien que vous pouvez faire avec la vigilance qu'on doit avoir sur la dimension santé, sécurité et prévention. À partir du moment où, encore une fois, on parle de l'usage, un mot qui est pas aussi utilisé que ça depuis le début, l'usage qu'on va faire de la chose ou du travail réel, on a capacité là d'intégrer une nouvelle technologie, quelle qu'elle soit, en intégrant les volets qui soient aussi bien organisationnels que managériaux, que sécurité, que santé, que environnement, que financier, formation, management. Et on a là, quelque part, une base qui est extrêmement solide pour faire le métier et appréhender les questions d'enjeux de sécurité et de santé. C'est simplement par une démarche un peu globalisante qui part du réel et qui sécurise dans toutes les dimensions de l'entreprise. Le réel, ce n'est pas que l'opérateur sur sa machine, c'est aussi le réel de la vie économique de l'entreprise, c'est aussi le réel de la vie, de la manière dont ça va pouvoir se déployer auprès des utilisateurs et des clients. Je crois qu'il y a un petit peu de méthode quand même dans la manière de mettre en œuvre une techno, parce que vous prenez une techno comme la robotique, sur la manière dont vous la mettez en œuvre, vous allez avoir soit des robots qui vont être sous bâche parce qu'ils n'auront rien produit, soit des boîtes qui vont se développer et des personnes qui, dans ces entreprises-là, vont se développer. Mais c'est qu'une manière, dans la manière de la réaliser, et je pense que ça existe aussi dans le domaine de la santé. Monsieur Fischbach, vous prenez le micro, gardez-le. Oui, merci. Mais c'est vrai que les nouvelles modalités d'organisation avec les nouvelles technologies, elles font peur. Parce que c'est inconnu, les gens ne sont pas formés. Notre action d'organisation syndicale sur le terrain, c'est aussi de savoir préparer nos militants et les personnes qu'on représente à pouvoir dédramatiser et appréhender ces nouvelles technologies pour qu'elles puissent aussi se saisir de ces éléments et agir au plus tôt possible sur l'usage qui peut en être fait quand il dérive, ainsi de suite. Mais c'est là où on revient, et je rejoins un peu, je ne vais pas dire mon camarade d'à côté, mais voilà. Et pourquoi pas mon camarade à côté, ben voilà. Voilà. Non, mais sur le fait qu'il faut redonner aussi une importance à chacun, même aux corps intermédiaires qui ont été déshabillés de leur substance, de leur rôle important. Moi, j'ai toujours dit à mes collègues et surtout aux cadres de service, parce qu'on a les cadres de service, après on a encore un cadre de secteur, puis après on a le directeur des soins infirmiers. Enfin, c'est une vraie armée mexicaine, les établissements de santé, et sur le terrain, il n'y a personne. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est d'être le trait d'union entre l'équipe et son supérieur, qui est là aussi pour défendre le travail réel, le travail prescrit, et de faire ce lien que beaucoup de salariés n'osent pas faire. Ils viennent voir les représentants du personnel parce qu'ils ont peur d'interroger leurs responsables par peur du jugement, dire encore un emmerdeur celui-là. Donc vaut mieux que ce soit le syndicaliste l'emmerdeur. Mais de ce côté-là, c'est aussi redonner aussi le lien complet des corps intermédiaires et des représentants du personnel dans les entreprises, et leur donner aussi les moyens en termes de formation, d'accompagnement, pour pouvoir être là en tant que facilitant dans toutes ces transformations qui vont être énormes dans les années à venir, et on l'a pu voir avec les perspectives qui ont été présentées. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on soit conscient et qu'on arrête de dire les syndicats, on l'entend fréquemment, que ce soit mes collègues qui sont autour de cette table ronde, de la part des salariés qui disent mais de toute façon les syndicats ça sert à rien, l'employeur les syndicats c'est juste là pour m'embêter parce que quand je veux faire une modification ils vont venir, voilà. Il y a des entreprises où ça se passe très bien, et les employeurs qui ont saisi l'opportunité d'avoir des représentants du personnel avec des moyens en temps et en formation, souvent, c'est des entreprises qui s'en sortent mieux dans les transformations de technologie, d'organisation et autres, parce qu'il y a un vrai dialogue dans l'entreprise et il y a moins de tension, parce qu'on n'est pas en train de juger l'autre, de dire « mais pourquoi il vient de dire ça, c'est juste pour m'embêter ».
Camarade Serge, je me tourne vers vous. Je ne sais pas si vous partagez les propos de M. Fischbach, mais votre point de vigilance peut-être par rapport à cette question des différents modes de management possibles qui sont imaginés en tout cas dans ces scénarios, et ce qu'on pourrait faire pour améliorer la prévention. Non, alors d'abord, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Moi, j'ai eu la chance toujours d'avoir un dialogue social assez riche, et pourtant, j'ai fait des trucs compliqués. Hein. Où c'était pas une promenade de santé. Et j'ai noté que plus j'avais des délégués syndicaux et des syndicats forts, plus on arrivait à avancer, même si par moments ça a été tendu. C'est pas le sujet. Ça, c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est un point très important en fait. C'est pour ça que souvent je dis aux gens, regardez, je pense que sur ces sujets-là, hein, le taux de participation aux élections professionnelles, c'est central en fait. Hein. C'est vraiment central. Je trouve que quand on a des taux très faibles, c'est très angoissant. Parce qu'effectivement, on a une disruption entre la représentation du personnel au sens légal, institutionnel, et puis la réalité. Et là, ça devient compliqué. Puis vous savez, moi, j'ai exercé une partie de mes fonctions de DRH chez Leroy Merlin en Russie. Entre 2006 et 2012. Hein, c'était avant tout le bordel. Là. Donc c'est... Ouais, c'est un autre bordel. D'accord. Et donc, je suis parti là-bas, et j'avais plein de collègues qui me disaient... Toi, t'as du bol, t'es un DRH sans syndicat. Au bout d'un an, j'en ai créé, en fait. Parce que moi aussi, j'étais content. Et quand je suis arrivé là-bas, au bout d'un an, vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'avez pas de retour. Donc ça, c'est sur le mais je ne vous ai pas oublié sur votre question, mais c'est pour répondre à mon camarade. Mais c'est important ce que vous dites, parce qu'il faut se parler, en fait. Il faut se parler, il faut avoir des interlocuteurs. C'est fondamental. Alors après, le rôle du management, il est effectivement en train d'évoluer assez fortement. Et je le vois sous deux angles. Le premier, et vous l'avez très bien dit, je crois, tout à l'heure, c'est que avec les nouvelles technologies, les savoirs accumulés dans un iPhone, etc., je crois que le management, le fait de manager devient un métier. Or, trop souvent dans les entreprises, on nomme manager le meilleur dans un métier. Résultat des courses, dans certains cas, il est très mauvais manager, il ne fait plus son métier, donc tout le monde a tout perdu dans l'histoire. Deuxième sujet, je pense que la question de la légitimité est fondamentale quand on promeut un manager. Moi, je pense que j'ai toujours pensé que la meilleure des nominations, c'est celle qui ne surprend personne. On dit normal. Vox populi, vox dei. Vous voyez ce que je veux dire? Et le troisième élément sur tout ça, c'est qu'il y a un point en revanche, et là je reviens, c'est le sujet de prévention. C'est pour ça que j'ai voulu participer, parce que là, je peux vous dire que c'est un vrai point d'inquiétude dans toutes les boîtes, que ce soit des DRH, des syndicats, peu importe. C'est la montée extrêmement forte des sujets de santé psychologique ou mentale. Et là, on est désarmé. Et je jette la pierre à personne, hein. Les managers, les dirigeants, les DRH, on est désarmés parce que c'est des sujets... Avant, quand vous aviez des problématiques de prévention des accidents physiques, etc., bon, vous y arrivez, vous savez faire quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une dimension plus personnelle, en fait. Et là, vous savez que c'est multi-critères, multi-machin, c'est extrêmement sensible, c'est extrêmement difficile à détecter, de trouver... Il n'y a jamais une cause unique. Et là, moi, je trouve que le travail... Je crains que le développement des technologies, du fait de pouvoir être faussement connecté au monde entier, tout ça sont des éléments qui viennent peser encore, au-delà de la sortie de la crise Covid, au-delà de tout ça. Vous rajoutez les phénomènes de les gens ont perdu du sens du travail, donc vous dites en plus, là où je suis pas bien. Sincèrement, je pense que, j'arrête pas de le dire à différents endroits, le sujet de notre capacité à développer de la prévention sur la dégradation mentale et psychologique des collaborateurs. C'est un vrai sujet d'inquiétude parce qu'on sent que le truc dérape. On le sent. Vous savez, quand vous êtes un DRH, moi je pense que DRH, c'est pas une fonction sédentaire. Moi je passe mon temps à me promener partout, je trouve ça plus rigolo. Et donc ça énerve les syndicats d'ailleurs. Donc je le fais encore plus. Et donc, non mais vous le sentez quoi. Et vous sentez que c'est pas forcément lié au travail, c'est pas forcément lié à l'entreprise, c'est pas forcément lié à l'organisation, c'est un ensemble. Et là-dessus, je pense que l'INRS et les différents acteurs du travail en France, la santé et la prévention devraient vraiment, enfin ils le font déjà hein, bien sûr, pousser encore, parce que ça, je peux vous dire que c'est un vrai sujet d'inquiétude. Parce qu'on est un peu démunis, honnêtement. Isabelle, merci. C'est un appel à l'aide. Merci. Que je lance à mes camarades.
C'est moi qui vais craquer. Isabelle Mercier, on ne vous a pas encore entendu sur le sujet. Non. Il y a un appel à l'aide. Est-ce que vous saisissez cet appel à l'aide? Je lance une bouée. Voilà. On crée des passerelles aujourd'hui. Si on va faire des passerelles, ouais. Il y a plusieurs choses. La première, c'est effectivement, ça a été un peu dit, la formation, en injectant dans la question de la formation des managers, notamment toute la partie participation, de comment faire vivre des coopérations, de ce qui a été aussi évoqué dans les assises du travail, oser expérimenter, mais oser se dire que ce qu'on a fait, faut le réajuster, l'adapter, pas forcément le mener au bout, parce qu'il y a des choses qui bug. Je pense à une entreprise, par exemple, où ils ont organisé les plannings. Avant, c'était un agent de maîtrise qui gérait les plannings, voilà, ça se faisait correctement. Ils ont mis en place l'intelligence artificielle pour gérer les plannings. Et maintenant, dès qu'il faut adapter son planning, il faut qu'il aille voir son chef pour avoir l'autorisation de bouger le planning. Donc, du coup, c'est une perte d'autonomie qui est énorme, qui mériterait d'être discutée et d'être adaptée, d'être réajustée pour que la chose se bouge. Du coup, on a sur ces questions de pratique managériale à travailler de manière beaucoup plus collaborative, de reconnaître les compétences. Enfin, moi, j'appelle ça aussi le management par la professionnalité, parce que c'est reconnaître le professionnalisme des collaborateurs, les compétences des collaborateurs, et que chacun à sa place peut apporter à l'énergie de l'entreprise. Et l'élément là, c'est aussi d'amener à oser, j'ai envie de dire, oser partager le pouvoir. C'est une expression qui est chère à la CFDT, mais osons partager le pouvoir dans l'entreprise. Ça ne veut pas dire que c'est le salarié qui va diriger l'entreprise, mais chacun à sa place, et chacun à sa place a de la compétence. Puis le dernier élément, vite fait, sur les questions de prévention, il faut aussi, dans ces transformations qui bouleversent l'entreprise, c'est se faire aider, se faire accompagner. Je pense dans les services de santé prévention au travail, il y a un certain nombre de pluridisciplinarité qui peuvent aider. Il y a des structures comme l'ANACT. Enfin, on est quand même entouré aujourd'hui de structures qui peuvent accompagner ces changements et ne pas laisser l'entreprise seule gérer les bouleversements pour que chacun puisse s'y retrouver et retrouve du sens. Parce que le cœur de tout ça, c'est avoir de l'autonomie, et pouvoir prendre de l'initiative, mais aussi comprendre et avoir une vision partagée de vers où on va et pourquoi on nous emmène par là et de cette manière-là. Je ne vous oublie pas, je vous donnerai la parole dans quelques instants, mesdames, messieurs. Je voudrais encore faire un tour avec au moins une question que je m'étais préparée, j'en avais beaucoup. Et vous souhaitiez réagir? Non? Vous avez pris le micro, donc je ne voudrais pas vous... Je pensais qu'à ma gauche, il souhaitait intervenir. Mais sinon, juste pour la réaction, et je rejoins Isabelle sur le fait qu'il y a plein de structures à côté pour accompagner. Tout à fait. Mais quid des moyens accordés à ces structures pour accompagner l'intégralité des entreprises? Actuellement, ces structures sont encore trop peu connues par beaucoup d'entreprises, et notamment des petites entreprises et des moyennes entreprises qui n'ont pas forcément les moyens humains en interne de faire la prévention, l'accompagnement de tout ça. Mais si toutes les entreprises demain sonnaient à la porte de ces structures, j'ai un peu peur qu'au vu des moyens accordés, c'est pas faute d'essayer de lutter, et on peut utiliser le terme lutter, pour avoir plus de moyens pour que ce soit l'INRS, que ce soit d'autres structures. C'est assez compliqué, mais on continuera de se battre en tout cas pour que nos entreprises et surtout nos collègues puissent être accompagnés au mieux. Et j'ai l'impression qu'on peut compter sur vous. Face au dérèglement climatique et aux atteintes à la biodiversité, c'était un des sujets qui est bien ressorti. Les entreprises vont faire face à un impératif de décarbonation, nous le savons, devoir faire évoluer leur mode de production, de fonctionnement. Alors cette transition implique sans doute des évolutions dans les modalités de pilotage de l'activité. Je pense que vous serez d'accord, monsieur. Ces transformations, est-ce qu'elles ne sont pas finalement aussi des opportunités pour réfléchir à des organisations qui soient plus protectrices de la santé, tout simplement? La question est peut-être un peu évidente, mais les réponses sont sans doute multiples. Madame Mercier, je vois l'œil pétillant, ça veut dire que ça vous inspire tout ça? Oui, carrément. Les enjeux climatiques, c'est complètement un élément de travail sur l'organisation du travail.
D'autant plus qu'aujourd'hui, il faut qu'on se projette sur des réchauffements climatiques qui sont structurels et pas conjoncturels. Et ce qui veut dire qu'il faut, c'est pas mettre des pansements chaque été parce qu'il fait très chaud. C'est comment on organise différemment l'entreprise, parce qu'on sait que le réchauffement climatique, ça provoque perte de concentration, du stress au travail, des problématiques relationnelles. Il y a le temps de trajet où il y a des risques supplémentaires quand il fait chaud. Et puis, on l'a vu, il y a aussi des décès sur le travail liés au réchauffement climatique et aux excès de température. On peut avoir des troubles cardiovasculaires. Enfin, voilà. Et du coup, c'est à terme, c'est une perte économique pour l'entreprise importante. Et donc, c'est peut-être un levier finalement, parce que du coup, c'est intéressant pour l'entreprise de travailler là-dessus. Et c'est intéressant du coup pour les salariés de travailler aussi sur cette amélioration. C'est peut-être une entrée qui va nous permettre de travailler sur l'organisation, d'ouvrir la porte du travail sur l'organisation du travail. Comment on réaménage le travail, comment on permet peut-être des horaires plus tôt, des semaines où on travaillera moins, où on fermera éventuellement pour travailler plus à d'autres moments, et comment cet aménagement-là, eh ben, on le partage et on le fait de manière en coopérant les uns et les autres. Bien parti. Oui, non, mais c'est Monsieur Gaillot. Oui, c'est complètement le moment. C'est complètement le moment des règlements climatiques entreprises et entreprises. C'est complètement le moment. Il y a rarement 3 choses qui sont complètement alignées au même moment. Un, le marché, qui demande de la décarbonation qui se trouve dans toutes les chaires de valeur. Les pouvoirs publics, avec des bouclets de réglementation et de normes qui arrivent. Et le citoyen, qui aspire à avoir des produits plus propres et plus respectueux de l'environnement. S'il y a bien un sujet qui peut réconcilier le marché, le pouvoir public, le citoyen et l'entreprise, c'est bien celui de la transition environnementale et énergétique. Et saisissons-nous-en, c'est vraiment un moment rare qui existe où tout converge pour le traiter et donc le faire sous l'angle également, bien évidemment, de la santé et de la sécurité du travail. Nos bureaux fausses. Alors moi, je vais détendre l'atmosphère. Je vais vous donner l'exemple du quotidien du peuple qui explique qu'il fait 38 degrés. Donc c'est l'organisme chinois, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui disent qu'il fait 38 degrés toute l'année, même quand il fait 40 degrés. Donc il fait 38 degrés, donc il n'y a pas de problème pour travailler. Donc c'était une boutade. Hein. Non, on avait saisi, mais on attendait en fait la suite. C'est-à-dire... la suite. Pardon. Non, la suite. Pour la boutade, ça allait. Mais juste derrière, qu'est-ce qu'on fait? Je suis un peu... sur la décarbonation, je suis d'accord sur ce que vous venez de dire, mais je m'interroge quand même sur la volonté du consommateur final. Alors, en chacun d'entre nous, il y a 2 personnes, un citoyen et un consommateur. Le citoyen, il a envie d'acheter propre, sobre, et puis le consommateur, il veut le moins cher possible. Et donc, on a sans arrêt ce duel qui arrive entre nous, et on est ainsi fait, on est des êtres humains. Et donc, mais il y a quand même une tendance à avoir quand même des choses sur lesquelles il y a des basculements qui sont en train de se faire quand même. Ce bureau faux, vous voulez compléter? Vous êtes d'accord? Non, je suis d'accord sur ce que vient de dire. Effectivement, le consommateur, lui, voudrait acheter le moins cher possible, ou tout au moins se pose des questions sur la volonté du gouvernement. Et donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait une vraie volonté du gouvernement. Il n'y a qu'à voir le dernier point sur le glyphosate qui est autorisé pendant 10 ans par l'Union européenne, avec l'appui des gouvernements. Donc, je ne suis pas certain qu'il y ait une vraie volonté du gouvernement de... Alors, je ne vais pas remettre une pièce sur le sujet, parce que sinon, on va partir. Par contre, Monsieur Fischbach... Voilà, même si les différentes crises que l'on traverse sont assez anxiogènes, à la CFTC, on se veut assez optimiste quand même, en se disant que... En tout cas, proactif. En fait, cette crise écologique, environnementale, ou tout ce qu'on veut, ou les différentes crises, ça doit être des opportunités. Alors, d'opportunités à menaces, il n'y a qu'un pas. Hein, on est vraiment sur le fil, ça va dépendre comment on va s'en saisir. Il faut s'en saisir pour utiliser ces crises, pour recréer le dialogue dans l'entreprise, s'appuyer en fait sur le collectif et recréer du lien entre les équipes. Mais il faut aussi repenser, alors quand on dit, il y a des gens, il y a le consommateur, il y a le citoyen. Mais après, pour beaucoup des citoyens, en ayant tout juste pour vivre, il a aussi envie de pouvoir, il doit choisir le moins cher. Ce qui est
des fois un peu contraire par rapport aux ambitions qui peut aussi heurter et créer en fait une polarisation même au sein de son propre foyer, parce que on sait que les jeunes générations sont assez motivées pour essayer de faire changer les choses, hein, parce qu'ils sont sur un étape en disant c'est la planète qui va nous rester à nous, hein. Ceux qui sont en train de travailler maintenant, dans quelques années, ils sont plus là, ils vont nous laisser plus qu'un déchet. Mais il faut repenser que la rémunération des emplois ne doit pas être que basée sur la création de la valeur. Elle doit aussi s'appuyer sur le rôle social, sociétal et de ces différents emplois. Ce qui est une valeur, mais c'est une valeur mais qui est très peu reconnue de nos jours, parce que c'est simplement ce qui va créer de la valeur monétaire derrière, qui peut se vendre cher, qui fait des emplois chers. Mais prendre soin de l'autre, c'est aussi quelque chose qui doit être rémunéré à sa juste valeur. Et les valeurs sociales, je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Benoît Serre, par rapport à cette question, les évolutions, la décarbonation, le respect des différentes valeurs sociétales, environnementales, écologiques, et en faire une opportunité. D'abord, beaucoup d'entreprises sont lancées là-dedans, certaines par conviction, d'autres par obligation, peu importe, le mouvement est lancé. Je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, je ne suis pas un fan absolu du mouvement, mais en revanche, la question que vous avez évoquée, la question de le fameux fin du mois contre fin du monde, c'est une réalité. On peut raconter ce qu'on veut. Mais quand vous vous baladez avec des inflations à 5-6, sincèrement, il y a un moment où savoir d'où vient le t-shirt, on s'en fout un peu, quoi. Mais les gens, comme vous le dites, ils savent que c'est pas bien, mais ils n'ont pas de choix alternatif. Donc ça, c'est quand même... Après, il y a l'histoire des petites et des moyennes entreprises qui sont confrontées à des problématiques, mais épouvantables, quoi. Et encore une fois, moi, c'est pas ce que j'entends ici, mais on a un peu tendance à accuser tout le temps. Enfin, ils n'ont pas le choix, en fait. Ils disent pas qu'ils sont contre. Ils disent que ça coûte une fortune, qu'ils n'ont pas les moyens, qu'ils ont des PGE, qu'ils ont des machins, des trucs. Donc il y a un moment où, malheureusement, il faut équilibrer les choses, c'est comme ça. Mais ça n'enlève rien à l'urgence de l'action, etc., etc. En revanche, il y a juste un point qui me paraît vraiment intéressant, et je me réjouis d'entendre ça à côté de moi, c'est le sujet de quel est l'impact de l'organisation hyper structurée, contraignante, etc., du travail qu'on a aujourd'hui sur, effectivement, les questions de transport, les questions de ceci, les questions de cela. Moi, j'ai eu la chance ou la malchance, je ne sais pas, de faire partie des groupes de travail des assises du travail. Et la NDRH pousse depuis quelques années maintenant le fait que le monde du travail va changer. Par conséquent, il va falloir re-regarder, pas forcément pour la dégrader, mais pour l'adapter, des éléments de législation du travail. Sincèrement, vous êtes aujourd'hui en France, vous voulez modifier profondément les modèles pour réguler sur l'année ou des choses comme ça. Pourquoi pas? C'est impossible. C'est impossible. Avec la directive Travail Europe et avec le Code du travail aujourd'hui, je dis pas qu'il faut, je veux pas du tout réduire, mais personne ne fait l'effort. Et ça, je pense que c'est un vrai problème. C'est qu'on l'a vu sur le télétravail. Personne ne fait l'effort d'adapter la législation, non pas pour la rendre plus libérale ou moins libérale, c'est pas la question, mais pour la rendre juste possible en termes d'adaptation. Personne ne veut faire cet effort, parce qu'évidemment, on sait que c'est casse-gueule, mais il va falloir le faire. Pourquoi? Parce que sinon, c'est la jurisprudence qui va régler le problème. Et que là, tout le monde est hors de ça. C'est hyper instable, ça change tout le temps. Mais le sujet de savoir comment on arrive à penser des organisations du travail qui sont moins consommatrices d'énergie, qui sont moins... Il y a eu le débat à un moment, vous savez, on avait dit qu'on ne savait pas si on allait pouvoir avoir l'électricité, ou l'énergie, on a dit on va fermer toutes les entreprises de vendredi. Bon. C'est vrai que si vous faites un calcul d'impact environnemental, ça marche. Hein. Mais alors, sur un pacte de travail, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est comme ça. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est des sujets, en 2040 c'est demain, mais je pense que ces sujets-là, ils ne sont pas assez adressés. Et pour conclure là-dessus, pourquoi? Parce que j'ai toujours observé, et je l'observe un peu moins maintenant et ça me rassure, que dans les fameuses politiques RSE des entreprises, vous aviez une grande jambe qui était le E, autrement dit poussée par la législation, par tout un tas de sujets, et le S, c'est une grande jambe comme ça. Alors la crise Covid, etc., a permis quand même de rééquilibrer un tout petit peu. Il y a encore un peu de travail, mais aujourd'hui, c'est l'enjeu. On ne réglera pas le sujet environnemental écologique sans adapter le fonctionnement social des organisations. Ça, j'en suis absolument convaincu. Et c'est la seule manière de réconcilier la fin du mois et la fin du monde. Jean-Marie Brandstedt, vous pouvez partager cette analyse, non? Je vais peut-être vous en faire partager une autre. Allez. Je vous en prie. En fait, les transports, à mon sens, sont un des domaines dans lesquels on utilise le plus d'énergie fossile.
Alors peut-être qu'il faudrait repenser notre façon de produire les biens dont on a besoin et en particulier de les relocaliser. Parce que tout ce qu'on pourrait fabriquer en France, on n'aurait pas besoin d'aller le chercher à l'étranger, donc ça induirait des coûts de transport moins importants. Ça permettrait d'aller vers la décarbonation aussi, puisqu'on utiliserait peut-être moins de matières premières. D'un autre côté, si on veut utiliser moins de matières premières, il faut produire moins. Mais si on veut produire moins, ça veut dire aussi que derrière, les gens doivent accepter de consommer moins. Enfin, c'est un tout dans le tout. Donc, il y a tout à revoir, en fait, si on veut aller vers une vraie décarbonation. Sinon, ce ne seront que des intentions pieuses. On fera des vœux et dans 20 ans, on constatera en 2040 qu'on n'a pas été à la décarbonation, pas la décarbonisation, mais on sera peut-être brûlé d'ici là, effectivement. Voilà. On commence par quoi? Comment on prend par quel bout on le prend alors, peut-être suivant les scénarios qu'on a vus, il y a peut-être quelque chose quand même qui peut nous inspirer pour. Alors, moi, en tout cas, il y a un truc qui m'inspire et que j'aimerais en faire partager tout le monde et qui m'inspire, mais pas vraiment dans le bon sens. C'est la société inclusive qui utilise en fait, je dirais un mot un peu fort, peut-être des esclaves modernes. Elle fait venir des migrants, elle les fait travailler. Et selon la notation qu'ils reçoivent ou le refus qu'ils peuvent émettre de ne pas faire tel ou tel travail, un premier avertissement, un deuxième avertissement, et ils rentrent chez eux. C'est pour moi de l'esclavage moderne, c'est rien d'autre. Et effectivement, si les jeunes ont pensé à un scénario comme ça, c'est vraiment très très inquiétant pour l'image qu'on aura de notre société future et de ce qui va se passer. Moi, je le redis, ça me fout les chocottes. Je vois. Ils sont quand même super. Merci pour tous vos éclairages. C'est vraiment un bonheur de vous interroger. Mais on avait promis de donner la parole à notre public. Si vous en êtes d'accord, on va vous donner les micros. Je vois déjà une main qui se lève. Je surveille aussi le chat. Merci à vous. Il y avait le monsieur et puis un autre monsieur que nous connaissons. Si vous voulez juste bien vous présenter et puis vous lever si c'est possible. Oui, c'est juste pour les conditions de captation. 1, 2, 3. Pascal Jactin, cadre intermédiaire à la CNAM. Tiens, Voilà. tiens. Ils sont là. Alors, je fais partie sans doute de une centaine de personnes. Je fais partie effectivement de cette couche-là, qui se connaît, plus ou moins formellement, mais qui se connaît. Et en fait, qui a l'aptitude d'imaginer la résolution d'un problème et de mettre en place les coopérations entre les différentes entités de l'organisation quand le problème surgit. Un coup, il faut faire un coup de direction financière, un coup de direction juridique. Ah, l'informatique, tiens, on va appeler une CEPAM sur ce coup-là. Ah oui, tiens, appelle tel directeur de CEPAM parce que celui-là, etc. Et ça, à la limite, le cadre intermédiaire, s'il résout un problème d'ampleur une fois par mois, il a mérité sa paye pour le coup. Et ça, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui avec les développements agiles, qui réduisent les briques, en fait. Les conséquences le management agile qui raccourcit le cycle, conception, production, etc., de fait, il se cantonne à des petites briques. Et donc, du coup, on voit une morcellisation de l'organisation et, a fortiori, la coordination des managements intermédiaires est très importante. Alors, le challenge pour les DRH, c'est de faire en sorte que ces cadres intermédiaires, effectivement, connaissent bien l'entreprise, peut-être naviguent dans leur carrière dans cette couche intermédiaire, justement pour pouvoir jouer pleinement ce rôle-là quand les problèmes importants surgissent. Merci beaucoup pour votre contribution. Si vous voulez applaudir, vous applaudissez. Sentez-vous libre. Et là, on vient typiquement sur le cas de quelqu'un qui connaît bien son établissement parce qu'il est là depuis assez longtemps. Il connaît toutes les strates et le fonctionnement. Sauf que de nos jours, souvent, on a beaucoup de turnover. Donc, les personnes n'ont même pas le temps d'acquérir ce minimum de connaissances de l'entreprise pour pouvoir être un facilitateur et pour avoir travaillé vraiment quelques années, mais très courtes avec Monsieur Jactin. C'est vraiment un facilitateur et quand on avait besoin de quelque chose, on sait qu'il était très utile et il nous manquera beaucoup quand même quand il sera à la retraite. Monsieur Salingro. Oui, Bernard Salingro, cadre intermédiaire en santé au travail. Je me mets ça du travail. Donc. Marqué. Il ne pouvait pas manquer l'occasion. Oui, je voulais rebondir sur le propos de Jean-Marie sur la relocalisation. Et en particulier pour faire diminuer ces allers-retours entre tous les pays qui fait que
la mondialisation étant, ça s'amplifie d'année en année. Notre système social est bien construit, bien équilibré, mais c'était du temps où les frontières étaient fermées. Du jour où on a ouvert les frontières, on s'est mis en concurrence avec des pays qui ne fonctionnent pas comme nous. Dans le prix de revient d'une Honda ou d'une Suzuki, il y a le coût de revient du salarié qui travaille. Et dans ce coût de revient du salarié qui travaille, il n'y a pas la sécurité sociale. La voiture française faite en France, il y a la charge de la sécurité sociale. Ça déséquilibre ça, au point de vue concurrentiel, et ce qui fait qu'on a vu toutes les industries quitter l'entreprise, quitter la France plutôt, pour la Roumanie, pour la Chine, pour le, etc., etc. Et au point de vue économique, au point de vue démographique, c'est pas bon, mais maintenant, au point de vue écologique, ça n'est pas bon non plus, parce que tout ça, c'est des bateaux qui circulent, etc. Et le contrôle écologique des produits qui se font ailleurs n'est pas toujours d'une grande garantie. Alors vous allez me dire, mais comment faire? Comment faire? C'est ça, c'est un peu de courage politique. Conclusion de cette concurrence faussée, il faut revoir le coût de la sécurité sociale, qui soit plus appuyé sur les salaires, mais sur autrement. Et ça, c'est une proposition qu'on fait à la CFE-CGC d'une taxe à la consommation qui soit, dirigée sur la sécurité sociale, un peu comme l'étiquette verte sur la bouteille de vin ou la taxe sur les cotisations d'assurance voiture qui vont vers la voiture. Il faut développer ça pour que justement on se mette au même niveau ou du moins moins différencié par rapport aux pays qui inondent nos marchés. Et auquel cas, écologiquement, ça sera plus positif. Merci pour cette contribution. Je ne sais pas si vous souhaitez réagir, madame ou messieurs. Oui, je sais bien, mais ça peut alimenter la conversation. Madame Mercier, peut-être. Non, ce n'était pas une question. Nous, on ne partage pas cette vision sur les cotisations sociales qui doivent être assises majoritairement sur le salaire, mais je ne partage pas non plus sur cette question des délocalisations et de la sous-traitance étrangère, parce que d'abord, ça a commencé bien avant l'ouverture des frontières, me semble-t-il. Et c'est aussi des stratégies d'entreprise qui se sont faites sans prendre le temps de l'échange avec les représentants syndicaux, notamment. Enfin, moi, je vois dans la filière automobile, quand on écoute les représentants syndicaux il y a de ça une quinzaine d'années, ils alertent sur le fait des délocalisations en disant « Attention, on est en train de toute notre matière première de la délocaliser, on se met en danger ». On ne les a pas écoutés. Et 15 ans après, post-Covid, on voit les soucis qu'on a eus pour ça, pour les masques, les médicaments, etc. etc. C'est vraiment une politique aussi de stratégie de production à bas coût, et puis on est sur les risques et les préventions de délocalisation aussi, des risques RH, du risque accident du travail, du risque maladie, parce que mine de rien, moi je viens d'un endroit où il y a la filière navale est quand même importante. Sur le site des chantiers navals de Saint-Nazaire, aujourd'hui 10 000 salariés, ils sont 2 000 des chantiers. Ça veut dire que le reste, c'est 8 000 personnes sous-traitance intérimaires et autres, qui n'ont pas du tout le même statut, mais pas non plus les mêmes sécurités au travail, prévention au travail. C'est finalement une façon pour la direction des chantiers de renvoyer à d'autres cette question-là et cette responsabilité-là. Donc, du coup, voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres souhaits de questions ? Pendant que le micro vous arrive, je livre à Monsieur Serre une question de Madame Monnier. Quels seraient vos conseils pour évaluer les collaborateurs à la fois sur leurs compétences techniques et de savoir-être, tout en restant proportionnés et ne pas faire en sorte que le savoir-être efface les compétences? Si vous voulez. Sinon, je la reposerai. Merci. Non, c'est un bon point parce que, vous savez, moi, je pense que l'évaluation, elle est sur... vous avez 3 familles de critères, en fait. Vous avez les critères objectifs. C'est fait ou pas fait. Ça, c'est facile. Vous avez les critères semi-objectifs. C'est-à-dire c'est la manière dont les choses sont faites. Et puis, vous avez les critères subjectifs. Et j'ai toujours observé, à la fois quand j'étais en fonction en France ou fonction étrangère,
que, et ça je trouve que c'est un peu la côté un peu... moi, ça me rassure parce qu'il y a un côté humain, quoi. Ce n'est pas choquant qu'il y ait des critères subjectifs dans une évaluation. Ce qui est choquant, c'est que ces critères subjectifs soient majoritaires. Voilà. Parce que là, vous générez une forme d'injustice ou d'inéquité. Mais il faut accepter l'idée qu'il y a une part... J'avais un collaborateur qui réalisait ça comme ça en disant « il y a des gens, ils t'énervent, tu ne sais pas pourquoi ». Et donc c'est comme ça. Mais si c'est minoritaire, ça va. Ce qui est dangereux, c'est vous voyez. Donc je pense qu'il faut travailler sur les 2 premières dimensions et accepter l'idée de la 3e. Je n'ai jamais vu une évaluation purement objective. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, surtout dans une entreprise entre 2 personnes. Je veux dire. Ça, par exemple, quand j'étais DRH de L'Oréal, au moment où on a mis en place l'hybride, machin, etc., j'ai interdit que les entretiens annuels se fassent à distance. Non, c'est d'abord une affaire entre des gens. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut accepter l'idée. J'avais un autre copain qui disait, lui, il faut mettre moins bien, il faut accepter l'idée du délit de sale gueule. Voilà. Mais si c'est minoritaire, et malheureusement, dans beaucoup d'organisations, les modèles d'évaluation sont tellement mal faits que ça devient majoritaire. Et là, c'est dangereux. Voilà des marges de progrès. Monsieur. Jean-Michel Schweitzer, conseil en relations sociales et conditions de travail. Bon, il me semble que le travail en 2040 est encore ponctué de nombreuses incertitudes. Ça a été dit tout à l'heure, hein, on fait des scénarios, mais il y a quelque chose qui est massif, me semble-t-il. C'est la question de la déstructuration, de la restructuration des formes d'emploi et en particulier des statuts d'emploi. Ça a été dit, me semble-t-il, en début de conférence. On assiste quand même de manière massive et on va probablement vers une intensification des formes d'emploi relativement diverses, polyemployeurs, intérimaires, activités indépendantes, activités liées à des plateformes, etc. Il me semble que ces formes d'emploi sont soit liées à des phénomènes extérieurs aux travailleurs, c'est-à-dire que c'est des choses qui ne sont pas forcément désirées, mais qui viennent de suggestions extérieures en termes d'organisation. Mais il me semble-t-il, ça répond aussi à des aspirations personnelles, c'est-à-dire que c'est aussi une manière de faire varier finalement ses aspirations et son éthique par rapport à sa relation au travail, en choisissant ces formes d'emploi et en mixant éventuellement différentes formes d'emploi. Or, ma question est la suivante, c'est qu'il me semble, quand on essaie de regarder dans la littérature comment on documente ces nouvelles formes d'emploi et comment on documente surtout la relation dans les transitions professionnelles qui se jouent, on a peu de choses à lire quand même. Alors, est-ce que le travail des préventeurs futurs pour 2040, il n'est pas dans quelque chose qui consiste à intensifier comme notre regard sur les transitions et les mutations qui s'opèrent sur ces formes d'emploi pour pouvoir avoir quelque part des éléments plus solides en matière de prévention sur le rapport qu'on va vivre au travail, qui pour partie est désiré, qui pour partie sera subi. Merci à vous. Non ? J'ai toujours un truc à dire. Hop. Bah ouais, non mais... Isabelle Mercier. Alors, je partage complètement. Enfin, et je trouve que sur toutes ces formes d'emploi, derrière, il y a la question évidemment santé-prévention, mais il y a aussi tout ce qui va être sécurisation, ce que nous on appelle la sécurisation des parcours professionnels, avec comment du coup on rattache à ces parcours multiples et variés avec des statuts complètement différents, une sécurisation et de la protection sociale et de tous les systèmes finalement qui aujourd'hui entourent, et comment on favorise aussi les questions de formation professionnelle tout au long de la vie, de l'accompagnement des... Et ça fait vraiment partie, je pense aujourd'hui dans les entreprises, des fonctions qu'il faut développer, parce que on voit bien qu'aujourd'hui le salarié et encore plus demain, il va avoir envie de changer, il va avoir de statut, envie de changer de métier, envie de changer d'entreprise, passer de l'auto-entrepreneuriat à une petite entreprise, etc. Et que ça s'accompagne, et que ça s'accompagne notamment par la formation professionnelle tout au long de la vie. Et ça fait vraiment partie des enjeux des enjeux formation professionnelle, la question du coup de la sécurisation des parcours, et puis sans faire la promo de ce qu'on porte, nous, puisqu'on va rentrer dans une négo sur le compte épargne-temps universel, c'est aussi pour ça qu'on porte le compte épargne-temps universel. C'est l'idée de se dire que ces salariés-là, ils peuvent, entre guillemets, épargner du temps qui sera rattaché à eux et qui leur permettra, tout au long de la vie, s'ils en ont envie, de pouvoir bénéficier d'une journée, 2 journées, etc. C'est une négociation qui va s'ouvrir, et
Et c'est vraiment en partant de cette observation-là qu'on a voulu tirer le fil du compte épargne-temps qui existe dans les grosses boîtes pour créer un compte épargne-temps universel attaché à la personne et pas à son contrat de travail. Benoît Serre. Non, le point que vous évoquez, je suis assez d'accord avec ça. Moi, j'avais travaillé d'ailleurs avec Catherine Pinchot qui vous a précédé sur le compte épargne-temps universel. Je trouve que c'est une vraie bonne idée parce que les gens ont besoin de ça. Il y a une chose qui est très frappante ici en France notamment, et je le vois quand vous travaillez dans d'autres pays, c'est que le CDI structure tout. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas accéder à l'emprunt sans CDI. Moi, je me rappelle comme des RH signent des paplards toute la journée. Non, j'envisage pas de le virer la semaine prochaine pour lui prêter de l'argent. Je veux dire, c'est débile. Vous avez le CDI structure l'accès à l'emprunt. Il structure l'accès au logement. Moi, j'ai des enfants qui ont 28, 26, 23, donc ils cherchent à louer des appartements. Je suis obligé de caution dans tous les coins parce qu'ils doivent produire leurs 3. Donc, je pense que ça, et puis après, ils structurent surtout l'accès à la protection sociale. Et là, je pense que vous avez raison dans la projection que vous faites, mais aujourd'hui, je n'observe pas. Alors peut-être avec ce qui vient d'être évoqué, ça aidera. Mais enfin, c'est une démarche du législateur aussi. C'est-à-dire que l'échec du RSI a laissé des traces. Et pourtant, il y a une aspiration, vous l'avez très bien dit. Moi, je le vois, hein, vous avez une aspiration des gens à avoir des modèles de travail plus autonomes, plus libres, de pouvoir s'arrêter un moment, de pouvoir repartir. Mais rien dans la structuration de la société du travail ne le permet, en fait. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Vous avez certains qui pensent que la protection sociale, qui est structurellement dépendante quand même essentiellement du CDI, du CDD, mais enfin du CDI quand même, l'accès à l'emprunt, etc. Tout ça, c'est des éléments qui viennent bloquer, je pense, des évolutions souhaitées par les gens. Et même souhaitées par les organisations, d'ailleurs. Ça, c'est un point... et je ne vous le cache pas, aujourd'hui, on peut faire ce constat. Je n'ai pas vu le quart du début d'une idée pour essayer de s'en sortir, du côté du législateur. Du côté des partenaires sociaux, c'est très vrai qu'on l'a vu, on verra ce que ça donnera sur le compte épargne universel. Mais je pense que là, il y a un vrai sujet. Pareil pour les assureurs. Mais ça bloque le système, contrairement à d'autres pays. C'est pour ça qu'on n'a pas connu la grande démission en France. On a connu le grand mouvement. Sur ces bonnes paroles, Madame, Messieurs, un grand merci pour tous vos éclairages, vos témoignages.